Eh bien, salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle édition de la culture religieuse, votre émission qui vous propose de découvrir, redécouvrir également les aspects culturels de l'islam pour ceux qui savent, ceux qui ne le savent pas, bien entendu. Aujourd'hui, nous allons parler avec notre invité, Dr Sami Mondour, professeur à l'université d'Al-Azhar dans le département de français. Nous allons parler des différentes visites du Cheikh Al-Azhar, donc le grand imam de Al-Azhar, Dr Ahmed El-Tayyib. Dr Sami, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. D'abord, en guise d'introduction, quelle est l'importance justement de ces visites? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. De toute façon, vous savez bien que l'Azhar occupe une place très importante, pas seulement en Égypte, mais aussi dans tout le monde. Et si on parle dans tout le monde, c'est-à-dire le monde musulman et le monde musulman, et le monde non musulman, puisque l'Azhar pour tout le monde, c'est une institution, oui, c'est une institution égyptienne, mais une institution égyptienne qui a déjà une lumière qui doit rayonner sur tout le monde, puisque l'Azhar en général prône l'islam juste milieu. L'Azhar prône l'islam vrai. L'Azhar prend l'islam tel qu'elle est déjà révélée au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et comme on le comprend à partir dans le Coran et dans la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc l'Azhar, c'est une histoire. L'Azhar, c'est l'histoire. L'Azhar, c'est l'histoire pas seulement de l'Égypte, mais l'histoire du monde musulman. Puisque si on parle de l'Azhar, on parle d'une histoire de plus de 1000 ans. Donc là, si il y a une visite de grand imam, donc le grand imam va ici ou là, en apportant avec lui toute une histoire de l'Azhar, toute une histoire de l'islam, toute une histoire de l'Égypte, toute une histoire de la science et du savoir qui doivent illuminer le monde tout entier. Plus de 1000 ans de sciences de l'islam. Ah oui, c'est ça. Finalement, alors, Dr Sami Et pas Mondour, seulement oui. les sciences de l'islam, mais vous savez bien que l'Azhar ne donne pas seulement les sciences de l'islam, mais aussi les sciences exactes. C'est-à-dire, à l'Azhar, on enseigne toujours, dès la fondation de l'Azhar, il y a d'une part les sciences de l'islam, les sciences religieuses, et les sciences profanes, c'est-à-dire, vous parlez des mathématiques, vous parlez de la physique, de la chimie, et d'autres sciences. Ils ne sont pas si profanes que ça, finalement, parce que ce n'est pas interdit par l'islam. Oui, c'est ça. Oui, non. Quand science, c'est science. Oui. Là, si le prophète dit en musulman, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin, donc chercher la science est une obligation pour tout musulman. Donc quand on parle de la science, c'est pas uniquement la science religieuse, mais c'est toutes sortes de sciences. Toutes sortes de sciences qui doivent être utiles à l'humanité. Ah bah, j'aime beaucoup ce hadith. Vous le redites. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. La science est obligatoire. La recherche de la science est une obligation, attention, est une obligation pour tout musulman. Eh bien, je veux commencer... et musulman, bien sûr, parce que quand on dit musulman, c'est musulman et musulmane. Bien entendu. Alors, c'est comme ça que je vais introduire mon émission aujourd'hui. Je vous propose tout de suite un commentaire et on revient après ça. Le grand imam d'Al-Azhar, Dr Ahmed El-Tayyib, s'est rendu à Berlin dans sa deuxième tournée en Europe. Invité devant le Bundestag, El-Tayyib s'est surtout livré à un intense plaidoyer en faveur de l'islam, innocent des exercices violents. Il a souligné que les efforts doivent se multiplier et s'unifier pour combattre le terrorisme qui menace musulmans et non-musulmans. Je ne suis pas venu ici pour prêcher l'islam ou pour vanter ses bienfaits, mais pour solliciter votre objectivité afin de rendre justice à cette religion, a demandé Dr El-Tayyib au parlementaire allemand. Le grand imam d'Al-Azhar a également affirmé que l'islam n'autorise point à combattre le non-musulman. Le chef d'Al-Azhar s'est dit favorable à fournir aux Allemands des programmes éducatifs susceptibles de protéger leurs jeunes contre les courants déviants, présentant l'islam comme une religion pouvant être appliquée en tout temps et en tout lieu. De retour pour
cette édition de la culture religieuse. Notre invité est Dr Sami Mandour, professeur à l'université d'Al-Azhar, département de français. On va parler aujourd'hui des visites dans des pays non musulmans, en Europe et ailleurs, du grand imam d'Al-Azhar, Dr Ahmed El-Taïb. Alors, juste techniquement parlant, si vous pouvez nous dire, même sans rentrer dans les détails, parce que je pense que ça va être trop long, mais juste officiellement parlant, comment ça se passe? Comment le cheikh d'Al-Azhar est invité par les gouvernements des pays étrangers? Et normalement, quand on parle de la visite du grand imam, ça représente avant tout l'ouverture de l'Azhar sur tout le monde. Puisque l'Azhar représente dans une certaine mesure l'islam. Et donc l'islam, c'est la religion de l'ouverture à tout le monde, puisqu'on reconnaît tout le monde, et on a déjà des relations avec tout le monde, et des musulmans et de non-musulmans. À l'Azhar aussi, on est ouvert à tout le monde. Vous savez bien qu'on a ici à l'Azhar centre de dialogue. Et donc centre de dialogue, autre l'observatoire bien sûr. Centre de dialogue, ça indique que l'Azhar est ouvert du point de vue du dialogue à tout le monde, à toutes les religions, céleste bien sûr, et à tout le monde en général. Si quelqu'un essaie de savoir quelque chose de l'islam, donc on est là pour lui donner des informations utiles, suffisantes sur l'islam. Donc là, c'est dans ce cadre-là, on peut parler de ces visites officielles de grand imam. Donc là, comment ça se passe? Bien sûr, là, son éminence le grand imam reçoit une invitation d'une autorité, d'un service, ou bien d'un pays, ou bien d'un gouvernement, ou bien d'une institution telle. Et après, on commence à faire les procédures de cette visite. Et il y a toujours des contacts, il y a toujours des relations. Et donc, enfin, on précise, on fixe les dates. Et comme ça, on essaye de voir comment parler dans ces contextes-là. C'est-à-dire, le grand imam va prononcer un discours, va donner un discours tel. Et donc, comment faire un discours dans un pays européen ou bien dans un pays musulman? Évidemment, il y a des conseillers autour de lui qui vont lui dire... Bien sûr, il y a des conseillers, il y a l'observatoire, oui. il y a tout. Donc, on essaye de faire des rapports sur ce pays-là, quelles sont la situation des musulmans dans ces pays, de quoi ils souffrent, quels sont les problèmes, quelles sont même les causes de ce problème, quelles solutions peut-on proposer pour résoudre de tels problèmes. Donc là, on essaie de donner un état des lieux, si je peux dire quand même un état des lieux, de problèmes ou bien de pays pour dire voilà la situation dans ce pays-là, la situation des musulmans, la situation des non-musulmans. Et donc comment faire, comment adresser un message. Et donc là, le message principal que porte le grand imam, c'est le message de paix, de la coexistence et de la coopération. Puisque la religion musulmane voit que, estime que, croit que, pense que l'islam en général, c'est quoi? C'est une religion dont l'objectif, dans le Coran, vous le savez tous, l'objectif de la création du monde, c'est quoi? C'est l'entreconnaissance. Et donc, comment réaliser l'entreconnaissance? Donc, on doit passer ce message à tout le monde, que l'islam, c'est une religion qui appelle à l'interconnaissance. Interconnaissance qui doit nécessairement et forcément mener à la coexistence pacifique. Et alors ça justement, ça c'est dans le cadre officiel. Maintenant, oui. Lorsque le cheikh Al-Azhar donc arrive sur place, comment est accueillie sa visite, comment est appréhendée cette visite par les différentes communautés musulmanes? Je vous pose cette question parce que malheureusement, vous parlez de vivre ensemble, d'entreconnaissance, mais même au sein même de la communauté musulmane, il y a des divergences entre telle communauté, tel pays, etc. Alors finalement, comment est-ce qu'elle est aperçue? Oui, normalement, vous devez faire une différence entre deux choses. Puisque si on parle, par exemple, vous avez deux visites. Récemment, il y avait deux visites. Il y avait une visite en Asie, c'est-à-dire en Indonésie. Donc, vous avez un pays musulman. Mais attention, un pays musulman où il y a d'autres non-musulmans. Et donc, peut-être ces non-musulmans voient l'islam d'une manière tout à fait différente. Et donc, là, le grand imam est là pour dire à tout le monde, un non-musulman qui se trouve dans ce pays-là, l'Azhar est là, et l'Azhar prend le vivre ensemble, et donc comme si le cheikh adresse un message aux musulmans
et aux non-musulmans qui sont, je refuse même d'utiliser le mot minorité, mais qui sont quand même minoritaires dans ce pays, qui sont des citoyens, oui, mais quand même, ce sont un peu un nombre restreint, c'est-à-dire la majorité, c'est une majorité musulmane. Et donc là, quand l'Azhar est là, il dit, voilà, on appelle au vivre ensemble, on appelle à la coexistence pacifique, on appelle à les musulmans reconnaissent la présence des non-musulmans dans leur société, puisque l'islam est tel. Donc, il porte un message de paix pour tous les hommes. Et ce message de paix, par exemple, s'il va, là bientôt, il y aurait, alors on en parlait hors antenne, on en parle, ça a été reporté, etc., mais une éventuelle visite à Paris, si on peut, on va pas en parler, mais en tout cas, vous confirmez que bientôt il y en aurait une. C'est bien ça, au mois de... Oui, les journaux en parlent au moins. Les journaux en parlent au moins, mais en tout cas, bon, qu'elle soit faite, qu'elle ne soit pas faite. Ouais. En admettant que le Cheikh Al-Azhar va à Paris, comment, par exemple, les institutions comme l'UOIF, l'Union, l'organisation donc des musulmans de France ou d'autres organisations, comment est-ce qu'ils accueillent cette institution, enfin cette visite de Cheikh Al-Azhar? Est-ce que vous avez des échos? Oui, normalement, si vous parlez récemment des dernières visites, vous avez tout le monde ont déjà vu comment le Cheikh Al-Azhar a été chaleureusement accueilli par les musulmans et les non-musulmans en Indonésie. Et le Cheikh Al-Azhar quand même insiste à rencontrer et les musulmans et les non-musulmans, c'est-à-dire les dirigeants même des différentes religions ou bien des différentes confessions qui se trouvent dans ces pays, il insiste à les accueillir. Même ici à la Mashriqa, on accueille des gens de toutes les confessions. Donc en Indonésie, il y avait un accueil chaleureux de grands imams de l'Azhar. Donc là, c'est très important aussi, puisque vous pouvez dire ce sont des musulmans, ce sont des musulmans de toute doctrine, si je peux dire quand même, de toute école, si je peux dire, du tout Coran. Et donc, il y avait tous les musulmans ont déjà accueilli chaleureusement le grand imam de l'Azhar en Indonésie. Mais essayons de dire en Allemagne, comment c'était le cas. Vous avez, l'Azhar a été reçu au Bundestag, au Parlement allemand, donc il a donné son discours, où le discours n'est pas seulement adressé aux Allemands, mais adressé aux musulmans de l'Allemagne. Disons aux gens de l'Allemagne, aux musulmans de l'Allemagne, là, vous êtes ici des citoyens dans ce pays-là. Et donc, vous devez agir en tant que citoyen allemand, que vous avez déjà tous les droits et toutes les obligations d'un Allemand. Donc, agir en tant que citoyen. Essayez de donner une image exacte de votre religion. Vous êtes là ici, vous êtes comme il l'a dit déjà, vous êtes les représentants de l'islam. Et donc, puisque vous êtes le représentant de l'islam, vous devez agir de manière telle pour montrer aux autres, c'est-à-dire aux Allemands qui sont musulmans, bien sûr, comment l'islam peut vivre, bien veut coexister avec les autres. Donc là, c'est le cas des deux dernières visites. Si on parle d'une visite éventuelle ou bien d'une visite prévue à Paris, c'est presque le même cas. Mais essayons de dire, est-ce que Paris est un cas exceptionnel? C'est-à-dire la France est un cas particulier, puisque Paris, pour nous, c'est même le cœur de l'Europe. Et donc, ce qui se passe à Paris et en France trouve tout de suite écho dans tous les pays d'Europe. Pas seulement dans tous les pays de l'Europe, mais vous savez bien que vous avez beaucoup de pays francophones, en Afrique ou autres. Donc là, tout ce qui se passe en France pourrait avoir un écho, pas seulement en France, pas seulement en Europe, mais ailleurs aussi. Et donc là, je pense, la visite de grand imam prévue, entre guillemets, en France, pourrait aussi représenter un tournant historique dans l'histoire de l'Azhar, surtout dans sa relation avec l'Europe. Et à savoir, un point très important, Paris, c'est très important aussi pour l'Azhar, puisque vous savez bien qu'il y a beaucoup de cheikhs de l'Azhar qui ont déjà été formés à Paris. Vous-même? Moi-même, mais vous parlez aussi de moi dans une certaine mesure, j'étais formé même à Genève.
Mais si vous parlez de Cheikh Lazare, il a passé un certain temps à Paris pour faire ses études. Le Cheikh Mohamed Abdou, il y a vous plus d'un siècle, vous parlez de Cheikh Mohamed Abdou qui a passé un certain temps en faisant Al-Urwa al-Wusqa. Mais je parle essentiellement des gens qui ont déjà eu leur doctorat à la Sorbonne. Vous parlez de Cheikh Abdel Halim Mahmoud, vous parlez de Cheikh Abdelrahman Tej, vous parlez de Cheikh, oui, je pense, Cheikh Drazoui, Cheikh Abdel Halim Mahmoud, il y en a d'autres aussi. Et donc là, il y a déjà une tradition de cette relation de l'Azhar avec la France, bien sûr. Donc il y a un certain attachement, j'ai quand même, si j'ai quand même le droit d'utiliser le mot attachement, de certains Azhariens et de l'Azhar en général à la France en tant que culture. Et donc là, l'Azhar insiste à enraciner, à consolider ces relations, entre guillemets, culturelles entre la France et l'Azhar. Parce que Paris, selon Al-Azhar, c'est le cœur de l'Europe. Et si finalement ces cheikhs sont formés à Paris, ou si l'idée du vivre ensemble ou les idées d'Al-Azhar sont bien perçues à Paris, elles vont automatiquement se répandre dans toute l'Europe. C'est bien ça. Et je peux quand même donner cette comparaison. Si Paris, c'est la culture de Paris rayonne dans toute l'Europe, c'est comme l'Azhar, la culture de l'Azhar rayonne dans tout le monde musulman et dans tout le monde en général. Et c'est-à-dire, l'Azhar a un effet très important et un effet positif sur tous les musulmans dans tout le monde. Donc là le problème. Vous avez beaucoup de musulmans, là vous savez, la majorité des musulmans européens se trouvent en France. Vous pourriez parler de 7, de 8, de 6, de 9 millions de musulmans qui se trouvent actuellement en France. Donc là, la France, en tant que pays, en tant que gouvernement, doit essayer de chercher les moyens les plus positifs, les plus efficaces pour avoir, si je peux dire, j'appelle une politique musulmane. C'est-à-dire une politique à partir de laquelle elle peut essayer de voir comment agir avec les musulmans français. Et pourquoi ça ne serait pas l'inverse? C'est-à-dire que finalement, quand on parle d'un pays comme la France et d'un pays comme l'Europe, je veux dire, il y a la liberté de culte. Et du moment qu'on ne vous oblige pas à ne pas prier, il faudrait peut-être que la partie musulmane puisse s'adapter en fonction du pays, dans ses traditions, dans même sa tenue vestimentaire. Enfin voilà, donc il y a toute une atmosphère que si quelqu'un constate que la France ne correspond pas à son mode de vie, disons qu'il part ailleurs pour pouvoir être intégré. C'est très compliqué de toute façon, c'est très compliqué. On est musulmans français. Il faut faire attention. Ce sont des musulmans français. Oui. Français de souche. Ce ne sont pas des émigrés. Ce ne sont pas un Égyptien qui quitte l'Égypte pour s'installer pour un certain moment en France. Mais on parle des musulmans français de souche. Ouais. Ou bien des musulmans qui sont devenus français 100%. Et donc là, nous devons avoir, si je parle de la politique, là, ce sont des Français. Et les autres, je veux dire, quelqu'un, je sais pas moi, qui est fils d'émigrés, ce qu'on appelle la deuxième génération. Les devenus français. Ça, donc là, un Français a déjà, selon la loi, selon la Constitution, des droits. Oui. Donc, des devoirs. Et des obligations, bien sûr. Et donc, tous les Français ont les mêmes droits et les mêmes obligations. Et donc là, l'État doit agir sur le même pied d'égalité avec tous les citoyens. Et donc, si l'État, par exemple, permet ne pas toucher, ne pas porter atteinte à d'autres confessions et d'autres cultes, elle doit faire de même aussi avec les musulmans. Ouais, c'est vrai que c'est un sujet compliqué, même cette histoire de deux poids, deux mesures qui existe. Ça existe, même avec les hommes politiques. Ouais, mais essayez de parler, par exemple, des dernières déclarations de Valls, en tant que Premier ministre. Et essayez de parler de déclarations de ministre de la Famille. Et donc là, il y a des déclarations de la part des hommes politiques qui pourraient quand même alimenter, si je peux dire, l'islamophobie. En même temps, le roi d'Arabie Saoudite a été décoré de la Légion d'honneur.
je pense que c'est un sujet Mais très c'est autre compliqué. chose, Ouais, autre mais chose. je pense que c'est Je compliqué. parle de la situation des musulmans Mais en France. Alors Et comment nous, en tant qu'Azhar, comment l'Azhar, Voilà, on va revenir sur parce le que vous parlez sujet, normalement, si on parle en France, là, si on parle comme ça de ces déclarations, il y a quelqu'un qui pourrait vous dire, mais vous ne parlez pas de radicalisation. Moi, je lui dis donc, essayons de se mettre d'accord sur des moyens positif et efficace pour la lutte contre la radicalisation, contre l'extrémisme et qui va faire naître après le terrorisme. Essayons de se mettre d'accord. Qu'est-ce que l'Azhar doit donner en tant qu'aide, oui, à la France en général, pas seulement au gouvernement, mais à la France en tant que pays, aux musulmans en tant que citoyens qui vivent là, pour encourager, si je peux dire, l'intégration des musulmans français à la société française. Donc, qu'est-ce que l'Azhar doit apporter en tant qu'aide? Là, c'est ce que nous devons discuter avec les Français. On le discute toujours. Quand le Premier ministre, quand il était ici, à la Mashriqa, Valls, quand le ministre de la Défense était là à Mashriqa, tout Français, responsable français qui vient ici à la Mashriqa pour discuter avec le grand imam au sujet des problèmes des musulmans, au sujet de la radicalisation, de l'extrémisme, du terrorisme, de tout ça, l'Azhar a toujours montré, à exprimer son attitude vis-à-vis de l'aide qu'il doit apporter. L'Azhar a proposé 1000 fois, je vous dis quand même si je n'exagère pas, plusieurs fois, il a déjà proposé des projets à la France. Mais je peux le dire franchement, à mon sens, ou bien à mes connaissances, on n'a reçu aucune réponse. Là, c'est très important. Peut-être que ça sera une bonne occasion de discuter, de voir, de se mettre d'accord sur un certain point. Mais justement, quelles sont les principales réticences? Si vous proposez des projets de vivre ensemble. On a par exemple proposé, l'Azhar, il a proposé plusieurs fois, et vous le lisez dans tous les communiqués de l'Azhar, de former des imams français. Et on a dit comme ça, on est prêt à accueillir des imams français pour les former ici en Égypte ou ailleurs. Ça dépend, c'est les Français qui doivent décider, c'est pas à nous. Nous, en tant qu'Azhariens, on est prêt à faire. Ouais. Mais là, l'autre partie doit répondre positivement ou négativement. Et toutefois, on propose, mais je pense, et jusqu'à maintenant, il n'y avait pas de réponse. Et même le président français l'a dit au grand imam en Arabie Saoudite. On a discuté, mais jusqu'à maintenant, on n'a pas mis en place, un projet qui doit être mis en vigueur. Peut-être une telle visite pourra illustrer ces idées, ces projets, et pourra au futur les mettre en place. Pourquoi pas? Qu'est-ce que vous entendez par former des imams? C'est-à-dire sur quel point religieux? De quoi on souffre en France? Oui. De quoi on souffre en France? On le dit toujours, il y a des imams radicaux. Et la radicalisation, il y a des imams, je ne dis pas les imams, il y a des imams. Et donc, les imams ont déjà un rôle à jouer dans la société française, puisque les musulmans vont chaque vendredi à la mosquée pour écouter le sermon de vendredi, ou bien pour être présent à des leçons, à des cours religieux. Et donc là, il s'agit de voir qui va former les jeunes. Puisqu'il y a des gens qui doivent aller à la mosquée pour écouter le sermon de vendredi ou bien pour assister à des cours religieux. Donc, les jeunes, comment les jeunes doivent être formés? Est-ce qu'ils doivent être formés par des imams radicaux? Et donc, ça doit radicaliser les jeunes. Et donc, ça donne une occasion à toutes les organisations terroristes de recruter des jeunes, puisqu'ils sont déjà prêts à être recrutés. Ou bien nous devons avoir des imams bien formés, selon le juste milieu de l'islam, et selon des programmes précis, déjà préparés par Al-Azhar, par exemple, puisque l'Azhar représente pour les musulmans quoi? La référence pour tous les musulmans, et quand même une institution qui prend toujours le juste milieu de l'islam et qui essaie de dire, voilà, nous sommes prêts
à donner notre expérience en la matière. Là, c'est ce que l'Azhar doit apporter à la France dans une visite prochaine. C'est un sujet bien entendu long et on va avoir le privilège d'en reparler, mais je vous propose juste une pause. On fait la visite de la mosquée Ahmed Ibn Touloun qui se trouve dans le quartier du Vieux-Caire, un quartier que vous devez absolument visiter si vous passez en Égypte, et je reviens après ça. La mosquée Ibn Touloun au Caire est la plus ancienne mosquée de cette ville qui soit dans son état originel et d'ailleurs le plus ancien monument islamique du pays. C'est aussi la plus vaste en termes de surface au sol. Elle se trouve non loin de la citadelle de Salah ad-Din et de la mosquée du sultan Hassan. Elle a un minaret en forme de spirale qui rappelle celui de la grande mosquée de Samarra en Irak. Sa construction a été ordonnée par Ahmed ibn Touloun, gouverneur abbasside d'Égypte, qui gouverna le pays de manière pratiquement autonome de 868 à 884. Selon l'historien Al-Maqrizi, la construction de l'édifice commença en 1876. Une inscription date son achèvement de l'an 2065 de l'Hégire, c'est-à-dire l'année 879 de notre ère. Fin de cette édition donc de la culture religieuse. Notre invité aujourd'hui était Dr Sami Mandour, professeur à l'université d'Al-Azhar au département de français. Merci d'avoir été avec nous. Merci. Alors on a parlé ensemble aujourd'hui donc des visites. On s'est plutôt fixé sur l'aspect officiel de ces visites, comment ça se passait, comment elles étaient accueillies par les différentes instances et les musulmans des pays concernés. La prochaine fois je vous retrouve et on va parler des impacts, des impacts et les enjeux finalement de ces visites dans chaque pays, chaque continent de cette planète. Merci à vous d'avoir été avec nous. Merci. Et je vous retrouve quant à moi, chers téléspectateurs, très bientôt. Au revoir.